Bonjour. Alors moi, je suis Stéphane Boussuge, responsable d'Opus Modus pour les pays de langue française. Je suis très content d'être là aujourd'hui et de vous présenter Opus Modus, qui est notre logiciel de composition musicale et d'assistance à la composition. Janus Podrazik n'a pas pu venir malheureusement, mais m'a demandé de tous vous remercier pour votre présence et aussi de remercier l'école 42 pour cette invitation. Il a été coincé, il vit à Venise et en fait, il est obligé de rester à Venise, le pauvre. Alors, Opus Modus, c'est un environnement de composition musicale, mais qui a une petite particularité, c'est qu'il est basé sur quelque chose que, d'après ce que j'ai compris, vous aimez bien, qui est basé sur le script et le code. Donc ça en fait un environnement de composition musicale un peu différent de ce qu'on voit habituellement, c'est-à-dire que c'est pas vraiment un séquenceur, c'est pas une boîte à rythme, il n'y a pas vraiment d'interface graphique dans le sens où on l'entend d'habitude avec des parts ou des boutons qu'on peut manipuler. Essentiellement, Opus Modus, c'est un langage qui est une surcouche sur un langage qu'on appelle le Common Lisp, et en fait, on se sert de ce langage, Opus Modus et le Common Lisp, pour composer. Et on exprime ses idées au travers de ce langage. Alors vous allez voir que c'est très puissant. Alors évidemment, l'idée d'utiliser des algorithmes pour faire de la musique, c'est pas nouveau. Déjà, je crois que vers l'an 1000, il y avait un moine bénédictin, Guido d'Arezzo, qui a essayé, dans sa pratique de la musique, qui mettait en parallèle des vers latins, des syllabes latines avec des notes. Et donc, en fonction des notes, il faisait correspondre les vers. Donc, quelque part, il y a déjà un petit genre d'algorithme, au moins dans l'idée. Ensuite, Mozart a été un peu plus loin, puisque lui a essayé avec des dés. Il a fait alors les fameux procédés random, en fait. Avec des dés, il a fait un système qui lui permettait de composer des menuets à volonté. Il jetait les dés et ça lui faisait une sélection aléatoire de mesures qu'il avait prévues, précomposées. Et en fait, il assemblait les mesures comme ça, selon ses jets de dés. Donc ça, on pourrait dire que c'est les ancêtres de la composition algorithmique, quasiment. Voilà. Après, bon, évidemment, ça s'est développé avec l'arrivée de l'ordinateur, tout ça devenait plus facile. Alors, c'est pas si nouveau que ça, puisque déjà dans les années 50, il y a eu des tentatives. Enfin, il y a eu même un quatuor à cordes qui a été composé avec un énorme ordinateur de l'époque, gros comme une maison. Et donc, déjà, dès que les ordinateurs ont commencé à apparaître, il y a déjà des espèces d'allumés qui se sont dit, mais si on faisait de la musique avec un ordinateur, ça pourrait être sympa. Donc, ça a commencé comme ça. Alors évidemment, aujourd'hui, grâce au code que vous fréquentez tous les jours, l'utilisation dans la musique, pourquoi utiliser du code dans la musique ? Parce qu'en fait, le code va nous permettre, d'exprimer nos idées au travers du code. Alors évidemment, il faut un code plutôt expressif pour ça. Et deux, les compositeurs, alors je ne sais pas, il y en a peut-être qui font de la musique parmi vous, la MAO, des choses comme ça. Mais les compositeurs, alors, généralement, prennent leurs idées d'un peu partout et ont parfois besoin, alors notamment en musique contemporaine, mais de faire des calculs ou des manipulations sur les données qui peuvent être très complexes. Et donc, quand on fait ça avec un crayon et un papier, ça peut prendre du temps. Et le problème, c'est que quand un compositeur compose, il a envie de faire de la musique généralement. Et pas nécessairement de passer beaucoup de temps à faire ses calculs, mais parfois il peut en avoir besoin de ces calculs. Et c'est là où le code et les outils comme ça se révèlent très très précieux, parce que ça va permettre au compositeur de faire tous les calculs casse-pieds qui lui auraient pris beaucoup de temps avant, de les faire très rapidement, d'en faire plus. Donc, il y a une boucle très rapide qui s'installe entre le compositeur et l'ordinateur. Le compositeur se dit « Et si je faisais ça, ça ferait quoi ?» L'ordinateur, immédiatement, lui donne le résultat. Vous allez le voir tout à l'heure, écrit la partition, lui fait entendre, et le compositeur, il s'installe une boucle, et le compositeur peut se dire « Ok, je prends, non, je prends pas ». Et là, il y a une espèce de discussion entre l'ordinateur et le compositeur qui s'installe. Et ça, c'est très constructif d'un point de vue créatif. Autre chose, c'est que pédagogiquement, un aspect intéressant, c'est que quand le compositeur écrit son code, quand l'utilisateur
vous peut-être, on écrit le code, on est obligé de formaliser notre pensée musicale d'une manière très précise. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées musicales, mais qui ne sont pas toujours extrêmement précises. Et la formalisation au travers du code, évidemment, le code ne pardonne pas d'une certaine manière. Et du coup, pour formaliser des idées musicales au travers du code, il faut être précis. Mais ça, pédagogiquement, alors là, je dirais même pour des apprentis musiciens ou des apprentis compositeurs, c'est extraordinaire parce que ça a un effet sur la clarté de la pensée. Ça apporte vraiment la formalisation, une grande clarté à la pensée, ça oblige à la clarté. Et du coup, quand on apprend à composer en codant, on apprend aussi à éclaircir sa pensée et à penser la musique plus clairement, quoi. Ça, pédagogiquement, je pense que c'est un grand apport d'Opus Modus pour la pédagogie moderne. Et aussi, une chose que vous devez connaître, c'est qu'une fois qu'on maîtrise le code avec Opus Modus, il y a une immense sensation de liberté qui apparaît. C'est-à-dire que quand on sait coder avec... j'imagine... moi, je ne suis pas un grand développeur comme vous, je suis juste un musicien qui utilise du code, mais je connais assez bien Opus Modus. Quand on sait bien s'en servir, on a l'impression qu'il n'y a plus de limite. C'est-à-dire qu'on se dit qu'est-ce que je vais penser aujourd'hui, qu'est-ce que je vais imaginer aujourd'hui, et on se dit ok, bah, je vais le faire. Et si je prenais la position des planètes sur Internet à un temps T et que j'utilise ça comme donnée pour générer des notes, bah, je peux le faire. Ou n'importe quelle autre idée farfelue, on peut le faire. Donc ça donne un peu un sentiment on a envie de composer parce qu'en fait, on sait qu'on peut imaginer n'importe quoi, des choses les plus simples aux plus complexes, et on pourra le faire avec Opus Modus. Alors le code, justement. On parlait du code. Alors, je vous ai dit, Opus Modus utilise le Common Lisp, qui est donc un descendant du langage Lisp. Alors, Lisp, ça a démarré à peu près en 1952. C'est un langage, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui à la base servait dans la recherche en intelligence artificielle, mais qui après a servi dans d'autres domaines. Là, ce qu'on utilise, c'est du Common Lisp. C'est une standardisation du langage Lisp qui a eu lieu dans les années 80, je crois. C'est un langage qui est utilisé dans différents domaines, mais notamment dans la recherche, à la NASA, pour les satellites, les choses comme ça. Je crois qu'il y a un système de billetterie d'avion qui est fait. Enfin, c'est un langage qui est encore utilisé, même si dans l'industrie, on n'en entend pas tant parler que ça. Par contre, les compositeurs, eux, ont toujours eu un petit faible pour le Lisp. Et avant qu'Opus Modus apparaisse, moi j'ai rencontré pas mal de compositeurs qui se servaient du Lisp pour composer, mais qui n'avaient pas une boîte à outils aussi pratique. Parce que le Lisp a une petite caractéristique, vous en avez peut-être déjà vu, il y a beaucoup de parenthèses, mais les parenthèses ne posent pas trop de problèmes parce que c'est l'éditeur qui le gère. Mais il a une caractéristique, c'est un peu comme des poupées russes, quoi. On a quelque chose qu'on encapsule dans autre chose, puis encore dans autre chose, puis dans autre chose, puis dans autre chose. Ce sont des listes dans des listes, dans des listes, dans des listes. Alors il s'agit d'un système comme ça. Et pour le compositeur, ça ressemble un peu à la musique. C'est-à-dire qu'en musique, on a une note qui peut faire partie d'un motif. Le motif peut faire partie d'une phrase, la phrase d'une période, la période d'une section, la section d'un mouvement et le mouvement d'une symphonie, quoi. Et donc on a cette espèce d'encapsulation successive qui se trouve aussi dans la musique. Donc les compositeurs ont toujours apprécié le Lisp pour ce côté d'encapsulation. Alors une petite chose pour vous qui développez, Opus Modus est entièrement programmé en Lisp. Totalement, y compris l'interface graphique. Tout est en Lisp. Donc c'est important de le dire. Alors, pour l'instant, il n'existe que pour Mac, pour la simple et bonne raison que, en fait, le Lisp, pour l'interface graphique, pilote le framework d'OS X du Mac, et que donc on a utilisé les librairies existantes du Mac pour l'affichage des fenêtres, etc. Et donc le Lisp, en fait, communique avec le système d'exploitation. Et ça se présentait très bien sur Mac et ça s'est fait plutôt bien. On réfléchit en ce moment à un portage sur Windows qui aura probablement lieu, mais à première vue, ça n'a pas l'air aussi facile. Alors moi, je ne suis pas dans la branche développement, donc ça prendra peut-être un peu de temps, mais voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, Opus Modus n'existe que pour Mac, pour l'instant. Alors, le Lisp, une petite parenthèse sur le Lisp encore. Le Lisp, on dit toujours que c'est un langage multiparadigmatique, c'est-à-dire que
Dans Opus Modus, vous allez voir du Lisp employé sous la forme fonctionnelle, programmation fonctionnelle. Mais en fait, le Lisp, quand on dit qu'il est multiparadigmatique, ça veut dire qu'en fait, il s'adapte à peu près à n'importe quoi. C'est un langage qui existe depuis les années 50. Et quand on a commencé à conceptualiser le langage orienté objet, eh bien, le Lisp s'est immédiatement adapté. Et du coup, le Lisp est aussi orienté objet. Dans le Lisp, vous avez un système qui s'appelle CLOS, qui est Common Lisp Oriented Object System, pardon. Et ce système permet de programmer en orienté objet en Lisp. Alors pourquoi le Lisp s'est adapté? C'est parce que le Lisp a une caractéristique très spécifique. Quand on programme en Lisp, ce qu'on fait, c'est qu'on spécialise le noyau du Lisp, on spécialise le Lisp pour les tâches qu'on va lui demander d'effectuer. C'est exactement ce qu'on a fait avec Opus Modus. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, des gens qui travaillent pour la NASA vont spécialiser le Lisp pour faire des analyses de terrain sur la Lune ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le Lisp et on a créé un langage, on a spécialisé le Lisp pour faire de la musique. Et c'est cette caractéristique très typique du Lisp qui fait que, même si c'est un vieux langage, il évolue tout le temps et il s'adapte à tous les nouveaux paradigmes en fait, de programmation qui sont apparus et qui peuvent apparaître, parce qu'en fait, le langage sert à créer des langages. Et quand on programme en Lisp, en fait, on crée des langages taillés sur mesure pour le domaine d'application. Donc, du coup, ce côté évolutif est vraiment une grande force du Lisp. Alors, on va voir un peu Opus Modus, l'interface graphique. Alors, je vais l'afficher peut-être. Alors, la première chose qu'on voit dans Opus Modus, c'est d'abord, sur la partie gauche, vous avez un navigateur qui va permettre à l'utilisateur de placer tous les fichiers dont il aura besoin pour composer. Ça va être ses scripts, mais ça peut être aussi, admettons que l'utilisateur a besoin de mettre d'autres types de fichiers. Par exemple, un dossier de chorale de musique, de chorale de Bach, il pourra placer immédiatement, en glisser-déposer, ces fichiers à cet endroit-là. Tout ce qui peut lui servir à travailler peut se retrouver là. Il peut glisser des fichiers MP3. Immédiatement, le MP3 sera disponible et écoutable. Les fichiers MIDI, dès qu'on clique dessus, ils apparaissent là. On peut les écouter, les visualiser immédiatement. On peut mettre aussi des fichiers PDF, si j'en trouve un. Voilà, tout ce qui peut être utile en fait au travail peut être affiché dans cette fenêtre qu'on appelle l'assistant. Donc on peut avoir des livres, on peut afficher un navigateur Internet dans l'assistant pour aller chercher des informations. On peut tout afficher, tout glisser, déposer dans le navigateur. Et le navigateur donc, va nous permettre, c'est le workspace, la partie globale entière et le workspace. Et dans ce workspace, dans le navigateur, on va mettre tout ce dont on va avoir besoin, tout le matériau éventuel pour composer, les idées. On peut faire des impros au clavier, les stocker dedans pour les réutiliser après. Voilà. Tout ce dont on a besoin sera stocké ici dans le navigateur. Ça, c'est la première partie du navigateur. Alors, évidemment, il y a aussi les scripts qui sont là, qu'on va créer. La seconde partie du navigateur, celle-là, permet en fait de naviguer quand on est dans du code et qu'il commence à y avoir beaucoup de lignes de code, ce qui n'est pas vraiment le cas de celui-là, mais bon, on peut méta-naviguer au travers du code grâce à cette partie-là, et donc aller directement chercher ces déclarations de variables. Et donc, au lieu de faire glisser en fait, la fenêtre, on peut directement naviguer dans le score, dans le script. Puis, une troisième partie, qui est un champ de recherche, qui va rechercher dans tout le navigateur ce qu'on va lui demander. C'est-à-dire qu'un workspace peut servir à la création d'une pièce de musique. On peut aligner les idées, au fil des jours, essayer plein de choses, et d'un seul coup se dire « Tiens, mais hier ou avant-hier, j'ai pensé à une notion de tonalité.
Mais qu'est-ce que j'ai fait déjà avec Tonalité? C'était bien. Puis je l'ai utilisé plusieurs fois, mais je ne sais plus de quelle manière. Mais j'ai fait un truc bien. Est-ce que je ne peux pas le retrouver? Donc si je tape Tonality ici, immédiatement je métanavigue à travers tous les scores qui étaient ouverts dans mon navigateur, qui étaient chargés dans mon navigateur. Et là, évidemment, si je clique sur chacun des éléments, je vais me retrouver immédiatement, je vais métanaviguer jusqu'aux différentes parties de mon code. Voilà. Donc ça, c'est pour métanaviguer dans toutes les partitions ouvertes. Vous avez ensuite, au centre, une partie qu'on appelle le compositeur, qui est la fenêtre compositeur, qui est la fenêtre, évidemment, où on va écrire le script, où la majeure partie du travail va se passer. On va écrire le script ici, et vous avez en dessous ce qu'on appelle le listener. Le listener est la partie où l'ordinateur va communiquer avec vous. Alors là, non pas de manière musicale, mais les informations basiques, et vous dire, par exemple, voilà, ce que tu viens de me demander, ça donne tel résultat, tel calcul fait telle chose, ou alors afficher les notes d'une manière, sous la forme Opus Modus Notation, d'une manière codée. Donc ça, c'est le listener. On a ensuite, sur la droite, nous avons donc le menu utilitaire. Le menu utilitaire qui est composé de pas mal d'éléments. On a notamment la toolbox en fait, d'Opus Modus qui est là. Alors, il y a déjà pas mal de fonctions. Et, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, Opus Modus étant programmé en Lisp, vous pouvez ajouter vos propres fonctions au système. Et si vous voulez une fonction qui fasse le café le matin, à vous de l'ajouter. Hein. C'est tout à fait possible. Mais là, on a accès à toutes les fonctions. On peut aussi, avec un clic droit, regarder comme ça et voir un peu tous les types de travail qu'on a. Donc, on a les bibliothèques, les choix aléatoires, tout ce qui permet de générer, traiter les filtres, des formes d'ondes. On peut générer des accords, tout ce qui concerne les accords. On a à peu près toute la théorie musicale qui est présente. Hein. Les intervalles musicaux, la musique sérielle, le dodécaphonisme, mais aussi des choses plus étonnantes comme le L-System. Par exemple, le L-System, c'est Lindenmayer System. C'est un système en fait, qui a été théorisé par un biologiste qui s'est aperçu que les plantes poussaient d'une certaine manière avec des répétitions de motifs, quelque chose de récursif en fait. Et donc le Lindenmayer System, enfin ce chercheur en fait, a émis des formules mathématiques décrivant comment les plantes poussent et comment on pouvait le reproduire. Donc on a mis dans Opus Modus, Janus, qui aime bien un peu le créateur d'Opus Modus, qui aime bien un peu les choses qui sortent de l'ordinaire, ajouter les L-systèmes. Et donc vous pouvez par exemple composer de la musique, c'est un genre de fractal en fait, et sur ces systèmes qui se développent, et faire une musique qui se développe et basée sur des formes de plantes ou de choses comme ça. On a tout ce qui permet de traiter les longueurs, bon, tout ce qui est nombre, des outils binaires évidemment, hein, pour tout simplement 0, 1, 0 pour dire mon violoncelle ne joue pas, joue, ne joue pas, joue. On peut représenter beaucoup de choses avec des outils binaires, des rythmes aussi, ta 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 tam tam ta 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 tam 1 1 1 0 1 1 1 0. Des rythmes sont représentables aussi de manière binaire. On peut faire beaucoup de choses, donc il y a beaucoup d'outils binaires. Évidemment, les probabilités, bon, y a tout un tas de choses dans cette boîte à outils. Quand on clique sur une fonction, immédiatement, on a un pop-up qui s'ouvre. Et dans ce pop-up, on peut visualiser la doc de la fonction en question. On a mis vraiment beaucoup d'efforts dans Opus Modus sur la documentation. On avait vraiment voulu rendre le logiciel accessible à tout le monde. Et ce qu'on voulait, parce qu'on est dans l'équipe, on est une douzaine, on est tous des anciens utilisateurs de systèmes musicaux, informatiques, qui datent d'un certain temps, mais à chaque fois, on s'est souvent trouvé perdu. C'est-à-dire que souvent, on s'est demandé, mais comment je fais pour faire ça ? Où est la doc de ce truc-là ? Et ça, on a décidé qu'avec Opus Modus,
Il fallait absolument qu'on n'ait plus ce problème. On a décidé que la documentation serait toujours accessible et on a vraiment mis l'accent sur la qualité de la documentation. Donc là, un pop-up s'ouvre. On peut le laisser ouvert et continuer de coder dans le compositeur en ayant le pop-up sous les yeux, ce qui peut être assez pratique, ou on peut l'ouvrir dans l'assistant. Et donc là, avoir la doc voilà, sous les yeux. Alors, bon, ça c'est pour toutes les fonctions. On a de la doc comme ça. Ce qui est intéressant aussi dans la doc, c'est que, mais ça vous le verrez, je vais vous le montrer juste après quand je vais vous montrer comment le langage fonctionne, c'est que quoi que vous fassiez, quoi que vous sélectionnez, même dans la doc, c'est immédiatement écoutable et visualisable. Sauf que là, c'est juste en dessous. Voilà. Donc, quoi que vous sélectionnez, vous pouvez immédiatement voir les notes et l'entendre. C'est le principe d'Opus Modus. Tout est toujours écoutable. Vous écrivez une fonction, elle est visualisable, elle est écoutable. On fait de la musique. C'est du code, oui, mais on fait de la musique avec. Donc ça, c'est le principe. Autre chose, quand je parlais de système d'aide, il y a ici un espace de travail, démarrage rapide, qui, lui, voilà, quand on démarre avec Opus Modus, je recommande quand même de l'ouvrir, où il y a des leçons progressives qui apprennent à se servir d'Opus Modus. Il y a une petite note de bienvenue et un guide rapide qui explique en fait à peu près tout ce que je suis en train de vous expliquer là et qui vous montre comment fonctionne le logiciel et comment l'utiliser. Voilà, donc on a tenu à rédiger ça de façon à ce que vraiment les utilisateurs ne soient jamais perdus. Donc ça, c'est la toolbox, c'est la librairie de fonctions. On va voir après comment on l'utilise. On a ensuite, ici, la documentation. Je jette juste un petit coup d'œil à mes papiers au cas où. Pour l'instant, je suis dans les clous, c'est bon. Donc la documentation, évidemment, même chose. On explique un peu, on explique le langage, on montre tout. Alors, vous n'êtes pas obligé de tout apprendre par cœur, mais au moins, quand vous cherchez une info, elle y est. Donc ça, c'est important. Là, on a l'écriture des rythmes. Alors, il y a à peu près toute la musique. Hein. Les vélocités, vous avez absolument tout, y compris des écritures pour des instruments à vent, des cordes, etc. Aussi de la synthèse sonore, on peut faire de la techno avec Opus Modus, on va voir ça tout à l'heure. Au niveau du style, hein, évidemment, bon, je pense que c'est inutile de le préciser, mais c'est un outil neutre, c'est du code, donc on compose ce qu'on veut avec Opus Modus. Hein. Le style de musique, là, est vraiment totalement indépendant. Vous avez aussi, très utile, un guide tutoriel en 30 étapes. Et donc, voilà, quand vous l'ouvrez, vous avez à chaque fois un score sur la gauche, un score, et puis un cours en fait qui explique le score sur la droite. Voilà. Donc ça, vous avez un petit tutoriel en 30 étapes et petit à petit, bah, vous pouvez apprendre à utiliser Opus Modus grâce à ce tutoriel. J'ai aussi fait beaucoup de vidéos sur YouTube, donc vous pouvez aussi voir les vidéos pour ça. Il y a évidemment tous les how-to, comment faire ceci, comment faire cela. C'est toute la partie documentation. Des exemples de partitions que vous pouvez écouter, modifier. Et puis de la doc. Alors là, il y a mes docs perso hein, aussi, parce qu'évidemment, dans l'environnement, on peut mettre ses propres docs. Donc là, j'ai mes docs typiques Lisp aussi. On a ensuite ici les partitions avec d'autres exemples. Et vous pouvez aussi stocker de la musique classique. Et aussi, comment dire, si vous importez des partitions, parce que dans Opus Modus, on peut jouer, par exemple, dans un séquenceur, que ce soit Cubase, Logic ou ce que vous voulez, on peut jouer sur un clavier MIDI ou un instrument MIDI, quel qu'il soit. On peut jouer des choses, créer un fichier MIDI et l'importer dans Opus Modus. Opus Modus va transformer immédiatement ce fichier MIDI en notation OMN. La notation OMN, je vais vous montrer après ce que c'est. Mais la notation OMN, c'est ce qui permet à Opus Modus de représenter la musique. Et donc, si je prends, par exemple, une variation de Bach, comme ça, voilà, ça, c'est une importation MIDI. Et donc, en fait, Opus Modus me l'a immédiatement transformé en code. Et du coup,
c'est immédiatement utilisable, c'est-à-dire que cette partition de Bach, je peux immédiatement l'utiliser comme matériau, la transformer, m'en inspirer, enfin voilà. Donc ici, ce sont les partitions et on peut importer du MIDI. On peut aussi exporter au format XML dans Opus Modus. Quand vous créez une partition, vous pouvez exporter au format XML qui va vous permettre après d'importer ça dans des logiciels tels que Final ou Sibelius, des logiciels d'édition musicale. Donc Opus Modus vous génère un fichier XML qui est ensuite éditable dans d'autres logiciels. Il génère aussi des fichiers MIDI que vous pouvez importer dans votre séquenceur. C'est pour savoir si on pouvait générer des PDF avec les partitions qu'on a créées dans Opus Modus. Oui, tout à fait. Vous pouvez générer des PDF, surtout grâce au Mac, en fait, puisqu'il suffit de faire print et print to PDF avec le Mac. Donc c'est très simple. Donc c'est pas Opus Modus lui-même qui génère un PDF, mais il vous génère un XML qui l'affiche et vous faites un print to PDF du XML. Donc ça vous permet d'avoir un PDF, effectivement. On a ensuite les fichiers MIDI. Alors on a mis pas mal d'exemples. Comme je vous ai montré tout à l'heure, dès qu'on clique sur un fichier, il s'affiche dans un pop-up. On peut demander à ce qu'il s'affiche directement dans l'assistant. On peut même, si je ne me trompe pas dans le raccourci clavier, on ne va pas faire comme ça, on peut même afficher seulement l'assistant et avoir tout le fichier MIDI comme ça. L'écouter. Donc ça, c'est une représentation de type piano roll. Alors évidemment, vous pouvez visualiser aussi vos compositions sous cette forme. Donc ça, ce sont les fichiers MIDI. On a mis aussi, bon, il y a pas mal de musique classique, il y a du Beethoven, voilà. Mais ça, vous pouvez à cet endroit-là importer tout ce que vous souhaitez. Là, j'ai des patterns de batterie, par exemple. Voilà, bon. C'est le principe. Vous stockez vos fichiers MIDI ici. On a ensuite les graphes qui peuvent être utiles pour des compositeurs, notamment en termes d'évolution de la composition musicale, pour voir les dynamiques, les choses comme ça. Alors, un de mes exemples préférés et des plus parlants dans les graphes, c'est celui-là, par exemple, où là, on voit les vélocités d'un quatuor à cordes sur 50 mesures. Et donc, on peut comparer, en fait, les différentes vélocités des différents instruments. Donc, les graphes peuvent être très utiles en termes de composition pour se faire une idée de ce qu'on est en train de faire, au moins de manière globale, quoi. Donc ça sont les graphes. Alors Opus Modus peut générer des graphes, peut les exporter, alors pour le coup au format PDF aussi. Aussi dans le cas de rédaction de documents, ça peut se révéler très utile. On a ensuite la bibliothèque. Dans la bibliothèque, vous pouvez mettre tout votre matériau, toute votre conception de la musique. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple stocker des suites d'accords. Vous avez trouvé une petite suite d'accords au clavier qui sonne très bien. Vous pouvez la stocker dans la bibliothèque pour la rappeler après avec une fonction qui, par exemple, fait des choix aléatoires ou une fonction qui ne fait pas des choix aléatoires mais qui fait un mapping. Par exemple, je ne sais pas, vous avez une forme d'onde et vous pouvez très bien mapper cette forme d'onde sur des choix à l'intérieur de la bibliothèque. Donc là, dans la bibliothèque, vous allez stocker des rythmes, des suites d'accords, des structures harmoniques, des bouts de code, à peu près tout ce que vous voulez, et tout est accessible au travers du langage. Tout ce que vous mettrez dans la bibliothèque est en fait connu d'Opus Modus. Donc quand vous l'appelez dans le code, il sait que c'est là, il va le chercher et il s'en charge, quoi. Par exemple, voilà, là, on a quelques phrases musicales. Là, on a des grilles de standards de jazz. Donc, évidemment, comme toujours, tout est immédiatement écoutable. Voilà. Donc, dans la bibliothèque, vous stockez à peu près tout ce que vous voulez. Autre chose de très important pour les utilisateurs de plugins, Audio Unit, VST, c'est que on a fait alors on en a déjà mis des sound sets, mais vous pouvez ajouter les vôtres.
on a ajouté des fichiers qui permettent en fait de piloter au travers d'Opus Modus vos instruments virtuels. Parce que quand vous êtes en train de composer et vous vous dites, voilà, mon violon, là, je veux qu'il joue staccato. Bon, bah, si vous vous dites, il faut que j'envoie un programme change numéro je ne sais pas quoi, ou un contrôleur MIDI, c'est bien, mais quand vous êtes en train de penser à la musique, c'est pas très musical. Je pense qu'idéalement, on a plutôt envie d'écrire staccato. Plutôt que contrôleur numéro 23. Eh bien, grâce à ça, on fait en fait des tableaux de mapping qui vont permettre à Opus Modus, quand vous écrivez staccato, alors au début, vous informez le logiciel de pour quel instrument virtuel avec quel instrument vous travaillez. Et ensuite, quand vous écrivez votre script, quand vous dites staccato, il va jouer staccato. Quand vous dites marcato, il va jouer marcato, etc., etc. Alors, c'est valable pour des articulations, mais c'est valable pour des changements de programme de synthé. C'est valable pour à peu près tout ce qui est commande MIDI. Ça va se transformer en fait grâce à ça en mots qui vont être plus expressifs pour le compositeur. Donc on en a mis pas mal. Après, bon, il y a mes librairies à moi. Voilà. Donc basiquement dans Opus Modus, il y a de quoi piloter VSL, c'est-à-dire la Vienna Symphonic Library, qui est une grosse banque de sons d'orchestre autrichienne, et aussi Reaktor, je crois qu'il y en a quelques-uns pour Reaktor. Mais après, sur le forum, on a un forum, et donc on partage plein de choses. Tous les utilisateurs font des soundsets qu'on partage. Et le dernier point, évidemment, il y a beaucoup, et après on va voir enfin comment ça marche. Le dernier point, évidemment, il y a beaucoup de choses dans Opus Modus, et on peut se demander à un moment, on est en train de composer et on se dit, oui, voilà, moi je veux juste transposer quelque chose. Et on se dit, parce que c'est bien, il y a des tonnes de fonctions, mais je sais pas, moi j'ai juste joué ça au piano et je veux le transposer, quoi. Et là, chercher dans la toolbox, ça peut se révéler peut-être un peu fastidieux, quoi. Donc dans ce cas-là, on a ce menu-là qui lui permet de chercher absolument dans tout le système. Et si je tape transp, immédiatement, il me trouve tout ce qui a trait à la transposition. Et donc là, du coup, je peux choisir la fonction qui me conviendra pour faire la tâche demandée. Donc immédiatement, on se dit, je veux transposer. On a immédiatement la transposition. On se dit, tiens, je veux des accords. On trouve immédiatement ce qui sert à faire des accords. On veut faire des rythmes. On trouve immédiatement ce qui sert à faire des rythmes. Donc comme ça, on reste un peu dans la pensée compositionnelle. Et une dernière petite goodies de celle du système de recherche, c'est CTRL-TAB. Quand vous tapez vous mettez votre curseur sur une fonction et vous faites CTRL-TAB, et donc vous avez immédiatement la même chose, la recherche qui se fait automatiquement sur le mot que vous avez sélectionné. Et donc tout ce qui contient ce mot, là je vais taper assemble sec, tout ce qui contient ce mot dans le logiciel se trouve affiché. Et donc vous pouvez immédiatement y accéder. Maintenant, on va voir comment ça marche. Est-ce que vous avez des questions d'abord sur l'interface globale? Oui, micro. Du coup, vous avez parlé de staccato pour les VST, oui. Pour pouvoir les changer. Je voulais savoir si c'était possible de faire des transitions plus en douceur, des automations. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on va le voir dans les exemples que je vais faire après. Je vais piloter Reaktor et je vais envoyer des contrôles MIDI très lents et qui vont changer progressivement. D'accord. Voilà. En fait, on peut générer n'importe quel type de courbe, des sinus, de ce que vous voulez, ou même un sinus modulé qui va vous faire une espèce de LFO. Et on peut utiliser ça pour envoyer des control change MIDI et donc piloter un bouton rotatif d'un cut-off de filtre, par exemple un filtre. Et on peut ouvrir et fermer un filtre lentement suivant une sinusoïde, donc ça fait un genre de LFO. On va voir ça après. Alors, on va ranger un peu. Alors, comment ça marche? Oui, on peut faire du dubstep avec. Au cœur d'Opus Modus, alors évidemment, vous avez le Lisp, mais vous avez quelque chose de très important qui s'appelle OMN. OMN, c'est Opus Modus Notation. Opus Modus Notation est un système qui nous permet de noter la musique d'une manière compacte et qui nous permet de traiter ces informations. Il fallait à la fois
une forme de notation que l'ordinateur puisse traiter facilement, mais que l'utilisateur puisse penser musicalement. Et donc, on a fait un système de notation qui, basiquement, se présente comme ça. Alors, je le mets dans une liste. On commence par... Alors déjà, si je veux dire un Do, je peux dire un C, A, B, C, D, E, F, G. Vous savez, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc C, c'est Do, et un numéro d'octave qui indique quel Do je veux. Ensuite, alors généralement, on commence toujours par le rythme. Par exemple, S pour 16, et puis Do. Donc là, j'ai un Do qui est en double croche. Ensuite, on a généralement, on peut mettre la dynamique. On peut mettre la dynamique. Donc je peux mettre par exemple pianissimo. Puis, on peut mettre d'autres notes. Quarter. Voilà. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ça, c'est une expression OMN typique. Mais on peut ajouter, donc là j'ai le rythme, les notes, la dynamique. On peut ajouter éventuellement, alors un peu de dynamique aussi, là on va mettre fortissimo, staccato. Voilà. Et donc on peut tout noter, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans la documentation, on peut tout noter de cette manière. Immédiatement, je peux toujours l'afficher et l'écouter. Quoi que vous écriviez, c'est toujours visualisable et écoutable. Donc ça, c'est la notation OMN. Alors, ensuite, comment on utilise Opus Modus? Parce qu'évidemment, on peut écrire la musique comme ça, note à note, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Mais utiliser un ordinateur pour écrire la musique de cette manière-là, évidemment, c'est un peu dommage, quoi. On peut faire des choses peut-être plus efficaces. Et c'est là où la boîte à outils en fait, va entrer en jeu. C'est-à-dire que on va utiliser des outils pour générer en fait, ces expressions OMN. Mais à tout moment, si le compositeur a une idée absolument précise et qu'il veut exprimer absolument exactement sa pensée, il peut à tout moment écrire très précisément ce qu'il pense, mais aussi le traiter avec les fonctions ou le générer grâce à des algorithmes, aux algorithmes qu'il va créer. Par exemple, là, j'ai écrit Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Alors, bon, pour la clarté de l'exemple, je vais supprimer les dynamiques, là. Et je pourrais me dire, qu'est-ce que je vais faire avec ça, par exemple? J'ai mon Do, Ré, Mi, Fa, Sol. On peut aller farfouiller dans la boîte à outils. Et là, on cherche. On voit, tiens, choix aléatoire. Qu'est-ce que j'ai? Random order. Réorganise le contenu d'une liste. On a la doc, on peut étudier la doc un petit peu. On se dit, tiens, qu'est-ce que ça ferait, ça, random order? Donc là, la fameuse encapsulation, comme les poupées russes, j'ouvre une parenthèse, je lui dis random order. Évidemment, je ferme la parenthèse. Et là, si j'écoute, effectivement, il me mélange l'ordre. Mais là, je me dis, bon, c'est peut-être pas super musical, parce qu'il mélange tout, le rythme et les notes aussi. Alors, ce qui est bien dans Opus Modus, c'est que les fonctions sont toutes un peu à tiroir. C'est-à-dire que vous avez toujours la fonction de base, random order en l'occurrence, mais à chaque fois, vous avez des keywords, des options disponibles pour la fonction. Alors, elles sont toutes dans la doc, et il y a toujours plein d'options disponibles pour chaque fonction. Et par exemple, là, dans le cas de random order, on peut lui dire random order, oui, d'accord, mais seulement les notes, par exemple. Dans ce cas-là, je lui dis comme ça. Non, Piutz, il ne va pas comprendre. Je lui dis comme ça, et là, il me mélange. J'ai toujours mon rythme, 4 doubles noirs, mais... Voilà. Et là, je me dis, tiens, oh, c'est cool.
ça me donne une idée. Je vais composer une petite chansonnette. Alors, on pourrait se dire, OK, bon, répète-moi ça 8 fois, par exemple. Donc, je lui dis, je repeat 8. Mais, ah ouais, bon, là, c'est peut-être un peu barbant. Alors, peut-être que ce qui serait bien, c'est qu'il répète le process lui-même. Et donc, non pas une répétition de la sortie de la fonction, mais qui répète la procédure à chaque fois. Donc, dans ce cas-là, je vais utiliser une autre fonction d'Opus Modus qui est GenLoop. Et là, en fait, c'est ce que je lui demande. Là, je lui dis, tu répètes le process 8 fois. Et du coup, j'ai à chaque fois une variation de ma phrase. Alors ça, c'est un exemple très simple. Et je me dis, tiens, oui, c'est sympa. Par contre, évidemment, il y a un petit côté aléatoire. Comment je fais si j'en trouve un bien? Alors, je peux utiliser ce qu'on appelle, non pas un si, mais un seed. Je prends le 17 aujourd'hui, qui va me permettre de bloquer le moteur aléatoire. Et donc, à chaque fois que je le lancerai, enfin, j'ai lancé 2 fois. Mais... Maintenant que j'ai mis un seed, à chaque fois que je lance, il me fait strictement la même chose. C'est-à-dire que j'ai bloqué le générateur de nombres aléatoires. Ce qui, pour un compositeur, peut s'avérer utile, parce que ça permet, quand on génère un thème, mais de manière algorithmique, avec des outils aléatoires, de le retrouver et de s'y référer, et donc de faire quelque chose de construit, et pas totalement aléatoire, voire pas du tout, en ayant quelque chose de construit. Bon, 17, là, j'aime pas trop, parce que ça sonne moyen. Je vais essayer 42, on va voir. Peut-être ça sera peut-être mieux. Nettement mieux. Non, on va garder 42. Voilà. Et là, je me dis, sympa, mais je peux continuer peut-être à empiler comme ça les poupées russes. Et donc, je me dis, OK, bon, là, j'imagine, enfin, moi, je le vois comme ça, j'imagine ma main sur le clavier et je me dis, tagada, tagada, gada. Il faudrait peut-être que je bouge un peu quand même, ça serait pas mal. Donc, je me dis, on va transposer un peu. Donc, dans ce cas-là, je lui dis, pitch, transpose. Alors là, j'écris strictement n'importe quoi. Oui. Voilà. Et je vais lui dire, je mets un poil d'ordre dans mon code. Et je vais lui dire, le premier, tu ne me le transposes pas, puis tu me transposes de 4 demi-tons, puis de moins 4 demi-tons, puis de moins 2 demi-tons, par exemple. Et donc, immédiatement, j'ai mes transpositions. Et c'est recyclé immédiatement. Opus Modus se charge de tout, puisque j'ai 8 répétitions alors que 4 transpositions, mais il s'est chargé de boucler. Donc j'ai mes transpositions. Et là, je me dis, bon, ça commence à ressembler à quelque chose. Peut-être une petite pièce pour flûte. Le problème, là, c'est que je ne maîtrise pas vraiment mes notes. Elles sont transposées. Mais du coup, moi, je voulais faire peut-être de la musique dans une tonalité majeure. OK. Tonality map. Et là, je lui dis, tu me forces la sortie en majeur. Si par défaut, si je mets seulement majeur, c'est Do majeur. Après, on peut préciser. Et du coup, ça commence déjà à ressembler plus à une mélodie. Voilà. Mais pourquoi, me direz-vous, pourquoi rester en Do majeur? Parce que on a quand même un outil assez puissant. Et donc, dans Opus Modus, si on va dans la fameuse doc et qu'on cherche tonalité, échelle et mode, on a la liste des modes et des échelles disponibles dans Opus Modus. Et en fait, il y en a pas mal. Donc, du coup, on peut fouiller et chercher. Et on se dit, après tout, on va peut-être pas rester en majeur. Peut-être qu'une gamme japonaise ou éthiopienne, ou akebono, ça me semble bien. Et du coup, au lieu de majeur, on va se dire, allez, akebono, ça fait quoi akebono? Et c'est la fameuse boucle dont je vous parlais tout à l'heure, où le compositeur se dit, et si je faisais ça, ça ferait quoi? Ben, ça ferait ça, et on peut voir tout de suite. Ok, je garde. Ça va être ma mélodie pour flûte.
Du coup, je me dis, c'est bon, je le mets dans une variable. Alors, en Lisp, quand on déclare une variable, on dit setF. Enfin, c'est une des façons de déclarer une variable. Et donc, on va m'appeler la variable melo pour mélodie. Là, je vais... Et donc, j'ai ma variable Melo. Je viens de faire commande E, c'est-à-dire evaluate. Je viens de demander à l'ordinateur d'évaluer. Il m'a mis le résultat dans le listener. Donc maintenant, Opus Modus sait que Melo est égal à ma mélodie. Hein, la preuve, c'est que si j'écris Melo et que je l'évalue, immédiatement, voilà. Donc pour lui, Melo, c'est ça. Alors, on a une variable, mélodie. On va maintenant... Alors évidemment, comme toujours, hein, on peut la visualiser, voilà. Mais maintenant, on va vraiment composer avec. Alors comment on fait pour composer? Je vais lui dire, je définis un score que je vais appeler, je sais pas, mélodie. Allez. Les paramètres de base pour un score sont décidément aujourd'hui sont ce qu'on appelle l'armure, la tonalité. Alors, akebono, je ne sais pas tellement dans quelle tonalité ça se trouve. Donc, en fait, je vais utiliser un mot assez pratique qui s'appelle atonal. Comme ça, je ne risque rien. Je mets atonal et du coup, ça marche pour tout. Sinon, j'aurais dû mettre do majeur, fa mineur, enfin, etc. Ensuite, je vais utiliser... Je vais écrire la signature rythmique. On est à 4/4. Un tempo. Et puis, je peux éventuellement, pour la notation musicale, préciser pas un yaourt, mais un layout. Voilà. Et lui dire, alors on va composer pour flûte, par exemple. Et donc là, je lui dis qu'il va se charger de mettre en page quelque chose que je vais définir plus loin qui s'appelle flûte. Maintenant, je définis ma flûte. Et ma flûte, je lui dis Opus Modus Notation. Tu vas me jouer Mélo sur le canal MIDI 1. Tu utilises comme son les sons de ma carte interne du Mac, donc GM, General MIDI. Là, il va utiliser les sons de mon Mac. Puis, quel programme? Je lui dis donc le programme. Tu vas utiliser le son de flûte. Je ferme toutes mes parenthèses. Et maintenant, on a notre score pour flûte. Alors, un peu court, évidemment. Mais voilà comment ça marche. Je suis peut-être un peu grave pour de la flûte. Donc, on va utiliser une des nombreuses fonctions d'Opus Modus. On va utiliser ambitus, qui permet de spécifier la tessiture et de contraindre dans une tessiture. Et donc, on va lui dire entre... c'est une flûte... entre Sol 5 et Do 6, par exemple. Voilà. Et du coup, je l'ai un peu réduit. On va faire ça. Voilà. Donc ça, c'est le principe du langage. Voilà comment ça marche. Maintenant, on va regarder quelques véritables utilisations d'Opus Modus dans le cadre entre guillemets, de vraies compositions, et pour voir un peu comment ça peut être employé. Alors, oui, là, on avait un exemple justement de notation basique OMN où vous pouvez voir, j'ai employé d'autres mots, notamment legato, qui permettent, alors pour les instruments à cordes par exemple, de spécifier le phrasé. Quand un violon joue sur la partition, on indique ce qu'on appelle les coups d'archet, et donc legato en fait permet de grouper les notes pour ce type d'instrument.
Donc, alors ça, c'est très simple, c'est un exemple très simple. En fait, j'écris juste j'ai une variable M1, je décris une petite mélodie, je dis que j'ai une variable size qui fait 4. Donc ensuite, je dis de répéter M1 4 fois. Vous voyez, en fait, c'est très simple au niveau de l'expression. Je déclare une autre chose qui s'appelle mel1, une mélodie. Et donc là, j'ai ma main droite qui joue mel1 et ma main gauche qui joue AC1. AC1 qui est la répétition de 4 fois de M1. Voilà. Donc ça, il n'y a pas d'algorithme là-dedans, c'est quasiment une écriture, là pour le coup, directe. C'est un exemple quasiment sans algorithme. Si je le note, ça me donne ça. Et donc c'est une très petite pièce pour piano. Voilà, donc ça c'est un exemple de base de OMN. Alors, pour ce qui est immediate feedback, ça on en a parlé déjà tout à l'heure. Par contre, là, il y a, pour vous qui êtes un peu amateur de code, il y a peut-être, je vois, il y a quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Il y a une de mes fonctions favorites, c'est, où est-ce qu'elle est? Make OMN. Make OMN est une fonction qui est centrale dans Opus Modus, parce qu'en fait, c'est une fonction à qui vous allez passer les différents paramètres. Parce que la musique, c'est quoi, en fait? La musique, on peut la découper en paramètres. Vous avez les hauteurs, les notes, vous avez le rythme ou les longueurs, vous avez les dynamiques ou vélocité, et vous avez l'articulation. Et donc, on peut en fait générer les paramètres séparément avec des flux de données qui peuvent provenir de ce que vous voulez, des formes d'ondes, des formules mathématiques ou les notes que vous écrivez. On peut générer tous les paramètres séparément et MakeOMN va les rassembler et va créer des expressions OMN comme je vous ai montré tout à l'heure. Et donc, c'est MakeOMN qui se charge de ça. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai une fonction MakeOMN dans laquelle, pour les notes, le pitch, je fais un choix aléatoire en dump sample 8, je choisis dans cette petite liste de notes. Pour les longueurs, je choisis dans cette petite liste, ça c'est que des doubles croches, et j'ai une possibilité de silence. Le moins S, c'est un silence d'une valeur de double croche. Puis je choisis des vélocités, et je choisis des articulations. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça c'est encapsulé dans une transposition. Et cette transposition, je choisis aléatoirement une de ces valeurs-là pour la transposition. Et ça, c'est aussi encapsulé dans GenLoop qui me répète le process 12 fois. Et donc, c'est intéressant parce que c'est un tout petit bout de code, mais en fait, si je l'évalue, c'est très puissant en termes d'expression parce qu'on a écrit très peu et on peut en fait générer beaucoup. En plus, là, je lui ai dit répète le process 12 fois, mais pour lui, évidemment, je lui disais 50 fois, c'était la même chose. Donc ça, c'est un peu la puissance de la fonction MakeOMN dans Opus Modus, c'est-à-dire qu'on génère les paramètres de manière séparée et MakeOMN va se charger de les assembler. Et donc là, je viens de vous l'afficher en bas et va faire en fait la génération d'Opus Modus Notation, qui est donc évidemment écoutable, ça je vous l'ai fait entendre, et qui est aussi tout de suite visualisable en notation. Alors, bon, maintenant on va essayer, comment on peut utiliser ça par exemple dans l'univers du jeu vidéo, parce que là c'est bien, la musique contemporaine c'est intéressant et tout, mais comment on peut faire d'autres types de choses? Alors, il y a un concept auquel je tiens beaucoup, c'est la notion de modèle. C'est-à-dire qu'avec Opus Modus, on peut modéliser sa pensée. On va, au travers du code, on va décrire en fait une façon de penser la musique. Et au travers de cette description, à chaque fois qu'on va lancer le code, à chaque fois qu'on va réévaluer le code, on va à chaque fois avoir une nouvelle expression de notre pensée musicale. C'est-à-dire que à chaque fois, soit on peut tout bloquer en écrivant strictement la musique, soit on peut bloquer la sortie des événements si on utilise des choses aléatoires avec un seed, comme je vous ai montré tout à l'heure, soit aussi on peut laisser une liberté relativement contrainte et donc faire quelque chose qui régénérera à chaque fois une nouvelle pièce de musique. Alors dans le cadre du jeu vidéo, par exemple,
Là, j'ai fait un générateur de percussion épique, un peu. Et donc, c'est le cas, c'est un modèle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lance, il va me générer une nouvelle percussion. Bon, c'est MEC OMN, vous voyez, utilisé absolument partout. Quelque chose d'important pour le rythme, j'ai cette fonction, j'ai une binary euclidienne, qui en fait est une fonction qui va me générer mes rythmes. On a tiré ça d'une thèse de quelqu'un qui avait fait une thèse sur les rythmes euclidiens qui montrait que tous les rythmes qu'on aime bien sont en fait euclidiens. Je ne suis pas assez matheux pour vous dire vraiment ce que c'est qu'un rythme euclidien, mais par contre, Janus, le créateur du logiciel, a pris les formules du gars et les a retournées dans l'autre sens et a fait une fonction qui, elle, génère des rythmes euclidiens, donc des rythmes qui marchent toujours. Grosso modo, vous avez un point A, un point B, et c'est le meilleur remplissage possible entre ces deux points, d'un point de vue rythmique. Ça ne va jamais vous faire de choses tassées dans un coin, de ta-ta-ta-ta-ta. Ça va vous répartir rythmiquement, de manière homogène, la structure. Et c'est comme ça que je génère les rythmes que vous allez entendre. Alors ça, si je le lance, ça donne ça. Et si je le relance une deuxième fois, j'ai un autre rythme. Voilà. Donc, production, je dirais boîte à rythme un peu sophistiquée. C'est mon code qui, à chaque fois, va me générer une nouvelle structure rythmique, une nouvelle improvisation. C'est un genre d'improvisation. Ça va à chaque fois me générer une nouvelle improvisation rythmique. Évidemment, on peut bloquer tout ça avec une initialisation générale du SID pour tout le système aléatoire. Si je mets init SID 42, on va voir ce que ça va donner d'ailleurs, à chaque fois, maintenant, j'aurai toujours la même sortie. Ah, 42, c'est sympa, hein. J'ai mon son qui baisse à chaque fois, je sais pas pourquoi. Mais... Regarde. Autre possibilité, vous avez la possibilité d'afficher des paroles. Évidemment, on peut vouloir écrire des chansons. Et donc, avec Opus Modus, on peut aussi afficher des paroles et donc les noter sous la partition. La répartition des paroles se fait de manière très simple. Vous les mettez dans des listes et vous mettez des... Il faut que je regarde comment j'ai fait, je ne me rappelle plus. Vous mettez des espaces et vous retrouvez les espaces au niveau de la notation. Donc le système est très, très direct hein, pour mettre des paroles. Un autre petit exemple de création, c'est une musique que j'ai faite pour un jeu vidéo qui s'appelle Tap Me If You Can sur iPad, TMIC. C'est la musique d'intro du jeu. Cette musique a une particularité, c'est que j'ai écrit le thème complètement, de manière totalement écrite, je veux dire sans algorithme. Mais par contre, ce que je voulais, c'est que mon musicien, Opus Modus, fasse un chorus basé sur le thème, au milieu, fasse une impro, au milieu du morceau. Et donc je me suis dit, bon évidemment, je peux moi jouer une impro, l'enregistrer, mais c'est pas très fun. Comment je peux faire une impro plus rigolote? Et donc j'ai utilisé ce qu'on appelle des chaînes de Markov, je ne sais pas si vous connaissez. Les chaînes de Markov, basiquement, Markov c'est un mathématicien russe, et qui s'est aperçu qu'en fait on peut modéliser des choses basées sur des tableaux de probabilité, on peut analyser des événements et s'apercevoir qu'avant tel événement, il y a tant de chances qu'il y ait cet événement-là avant, et tant de chances qu'il y ait cet événement-là avant, mais jamais celui-là, par exemple. Et donc, on fait une analyse, on remplit un tableau de probabilité, et ensuite, on ressort le résultat dans l'autre sens. Si on fait une profondeur de 100, en fait, vous rentrez quelque chose dans la chaîne de Markov, il vous ressort exactement la même chose. Mais par contre, si on fait 90, ce qui va se passer, c'est que vous rentrez quelque chose et il ressort presque la même chose, mais pas tout à fait. Et donc, pour créer ces variations sur mon thème, j'ai donc utilisé les chaînes de Markov pour créer des variations et donc faire le chorus du musicien.
Donc basiquement, on a le thème. On a un accompagnement poum-tchak, poum-tchak. Enfin, ça, c'est les contretemps. Etc., etc. On a une autre partie. On a la partie de basse. Alors ça, c'est très pratique avec Opus Modus. En fait, il suffit d'écrire en Do. Une petite astuce. Et du coup, là, je lui ai donné des accords qui sont... Il ne me joue pas, d'accord, qui sont ça. Et donc, en fait, tout va suivre, grâce au mapping, tout va suivre ma structure harmonique, quoi. Et donc, ça donne exposition du thème et improvisation d'après Markov. Alors, c'est du General MIDI au niveau son. Hein. C'est les sons de mon ordi. Je pense pas. Le thème. Le chorus. Merci les algorithmes. Et donc évidemment, à chaque fois que je vais relancer, j'aurai toujours l'exposition du thème, mais le chorus, lui, sera toujours différent. Alors, dans la même idée, là, pour un genre dessin animé, voilà la même idée, mais généralisée. C'est-à-dire que là, ce qui se passe, c'est que c'est l'intégralité de la pièce qui va être recomposée à chaque fois par l'algorithme que j'ai créé. La seule chose qui ne va pas bouger, c'est la structure harmonique. Qu'il faudrait que je trouve. Je vais vous la faire écouter, la structure harmonique. Ça, c'est bizarre. Étrange. D'accord, j'ai dû modifier quelque chose. Non, ça doit être ça. Bon. Et donc là, c'est un modèle. Mais alors, même chose que tout à l'heure pour les percussions épiques, j'utilise rythmiquement des rythmes euclidiens. Et donc, à chaque fois, qui sont changés, mais qui sont euclidiens, donc qui ont cette fameuse répartition rythmique dont je parlais. Et donc, la structure harmonique ne change pas, mais les rythmes changent tout le temps. Rythme euclidien. Si je le relance, ça c'est de la production massive. C'est pas fait que pour faire ça, mais ça donne une idée un peu du logiciel. C'est même pas fait pour faire ça, mais bon. On peut faire ça aussi. Voilà, le même algorithme qui me génère une autre version. Voilà. Alors tout à l'heure, on a parlé d'importation MIDI. On peut importer du MIDI dans Opus Modus, et une fois importé, on peut le faire jouer et l'utiliser. Là, j'ai importé une pièce de Bach que je viens de lui demander d'évaluer. Voilà. Donc ça, c'est une pièce des variations Goldberg. Et évidemment, comme je l'ai transformé en code, je peux en faire ce que je veux. Et du coup, j'ai fait une petite pièce que j'ai appelée Pardon Bach, parce que là, je pense qu'il ne va pas être très content. Et là, par exemple, je fais un mapping, c'est-à-dire que je passe le matériau au travers d'une gamme blues. Et ça vous donne une idée juste de comment on peut traiter le matériau avec Opus Modus. Une version déjà plus... Alors, on peut, donc, j'ai fait quelques exemples, on peut le passer au travers d'une gamme blues ou on peut le rétrograder, c'est-à-dire le jouer à l'envers, par exemple. Donc là, l'intégralité de la pièce va être retournée.
Ça, Bach aurait aimé. Donc, version... écoutez la tête en bas, les pieds en l'air. On peut aussi créer des variantes sur les hauteurs, etc. Ou on peut, par exemple, mélanger un peu tous ces procédés-là et là, rendre vraiment Bach pas content. Donc là, ce que je fais, c'est que j'applique une gamme pentatonique blues, j'applique des variations, alors ce qu'on appelle les variantes sur les hauteurs, c'est-à-dire qu'on peut les inverser, les rétrograder. Ce sont des procédés comme ça. Et donc j'applique tous ces procédés sur la pièce. Et je mets des accents aussi. N'oubliez pas que c'est une importation MIDI, donc vous pouvez faire ça avec vos propres improvisations au piano. Voilà. Okay. Une autre petite démo. Alors là, intéressant, un soundtrack pour la genre de musique un peu de documentaire télé, où j'utilise, grosso modo maintenant, vous connaissez tout par cœur, vous savez tout comment ça marche, mais là-haut, j'utilise Gen White Noise, c'est-à-dire que je génère un bruit blanc. Ce bruit blanc, Vector Smooth, je vais le contraindre. Je vais contraindre ce bruit blanc et donc lui donner une forme. C'est-à-dire que généralement, le bruit blanc, ce sont des événements très disparates comme ça. Et en fait, comme je vais le contraindre, je vais finir par lui donner une forme. Et grâce à cette forme, je vais générer une mélodie. Par exemple, je vais lui demander juste de vous l'afficher, est-ce que ça sera plus parlant que... Voilà, donc là, je lui demande de l'afficher. Voilà. Ça, c'est mon bruit blanc contraint. Normalement, c'était que des points explosés et le Vector Smooth va me créer une forme. Et après, je peux utiliser ça pour piloter n'importe quoi. On parlait tout à l'heure d'un contrôleur MIDI, on va le voir juste dans l'exemple d'après. Mais ça peut être des notes, ça peut être des rythmes, ça peut être les dynamiques d'une pièce. On peut, avec des vecteurs comme ça, contrôler absolument n'importe quel paramètre. Et là, donc, c'est une pièce. Alors, je ne sais même pas ce que je fais d'ailleurs avec ce vecteur. Qu'est-ce que j'en fais? Ensuite, j'utilise Vector to Pitch et je le transforme en note. Donc ça, en fait, c'est ce qui va donner mon contour mélodique. Mais ce n'est pas parce qu'on utilise des vecteurs que ça fait de la musique contemporaine. Ça peut faire des choses très classiques, comme ça. Le mixage n'est pas très bon, là. En fait, c'est la flûte qui est jouée par le vecteur. Alors on peut faire des productions un peu plus épiques avec le même genre de procédé. Et là alors, au niveau harmonique, là, je vais piocher justement, vous voyez, library, je vais piocher dans mes bibliothèques. Et j'ai une bibliothèque qui s'appelle Epix Progs. C'est des progressions harmoniques typiques de musique épique. Et donc je vais piocher dans mes bibliothèques. Voilà. Et donc j'ai ma structure harmonique mes accords qui sont piochés dans ma bibliothèque. Je génère des événements et mes événements sont tous mappés au travers de cette structure harmonique. Évidemment, on peut écrire pour pas mal d'instruments. Vous avez un système binaire qui définit qui joue ou qui ne joue pas. Maintenant, vous allez avoir... Voilà. Et donc le système binaire me permet de dire telle piste, à tel moment on joue, ne joue pas, joue, ne joue pas. Alors, les contrôleurs MIDI. On parlait tout à l'heure des contrôleurs MIDI. On peut piloter des paramètres MIDI avec des vecteurs, comme j'ai généré tout à l'heure, vous avez vu. On a aussi des fonctions spécifiques pour ça. On a par exemple, alors vous voyez, ça c'est la définition du score.
comme on a vu tout à l'heure avec la signature rythmique, l'armure, etc. Là, je pilote. Alors en fait, depuis tout à l'heure, là, la song d'avant, je pilote Logic derrière, Logic Pro, qui est un séquenceur avec des plugins. Et là, en fait, je vais piloter un instrument de Reaktor qui s'appelle Travelitzer, qui est un instrument granulaire. Et dedans, j'ai une voix. Et en fait, je vais piloter comment ça s'appelle, un capteur XY, voilà, qui permet de voyager à l'intérieur du son, en fait. Et donc, j'envoie. Alors, ça, je lui dis, en fait, il joue une seule grande note qui dure 24 mesures, un C4, un Do, qui dure 24 mesures. Il est sur le canal MIDI 13. J'envoie sur mon port MIDI numéro 1. On a tous les ports virtuels du Mac. Et là, je lui dis contrôleur, voilà. Et j'utilise le contrôleur MIDI numéro 21. Je lui dis, tu vas descendre, puis monter. Tu vas descendre de la valeur 127, vous savez, les valeurs MIDI 0, 127, 127, 0, avec une subdivision. Donc, en fait, la quantisation, la finesse de résolution, on va dire, qui est de 1,32, un genre de quadruple croche, en fait. Et ça, tu vas me faire cette descente et cette remontée sur 6 mesures. Voilà. Et donc, j'assemble en fait mes contrôleurs. Alors, c'est une façon de faire. Hein. J'aurais pu générer une sinusoïde et piloter aussi. Mais là, en l'occurrence, je fais comme ça. Et donc, voilà un moyen de piloter des contrôleurs MIDI. Voilà, j'en ai un second ici. Et donc, je pilote les deux Travelitzer comme ça. On va les regarder. Je les retrouve. Ils sont là. Voilà. Voilà ce que je suis en train de piloter. Et je pilote à la fois donc le voyage dans le son et la largeur de la fenêtre que je déplace sur le son. Donc ça, c'est une utilisation des contrôleurs MIDI possibles avec Opus Modus. Ne pas écouter cette musique tard le soir. Voilà donc un exemple de contrôleur MIDI. Et on arrive à la fin et à mon favori. Il y a un sport pratiqué avec Opus Modus qui est très amusant. C'est le live coding. Le live coding, ça consiste en fait à... Alors là, je ne vous le fais pas totalement en live, mais ça m'est arrivé de le faire. Ça consiste en fait à... On part d'une page blanche, on projette son écran, comme ça, on part d'une page blanche et on commence à taper du code. Et donc, alors il faut faire ça peut-être dans un bar ou quelque chose comme ça, où les gens ont un peu de temps, peuvent boire un verre, etc. Et donc, on tape du code et les gens voient le code s'inscrire progressivement. Et d'un seul coup, ils se mettent à entendre de la musique. Et ils comprennent subitement que en fait, la musique qu'ils entendent, c'est le code que vous êtes en train d'écrire. Et généralement, là, l'attention se trouve un peu captée et les gens commencent à regarder ce que vous écrivez. Alors évidemment, il faut donner des noms de variables qui parlent un peu, mais si vous dites guitare qui déchire et qu'ils se mettent à entendre une guitare, en principe, ils comprennent, quoi. Et donc, j'aime beaucoup le live coding parce que c'est très sympa, parce qu'on peut faire des soirées en fait, où en fait on code comme ça et on fait de la musique en codant, mais progressivement, on fait une impro en temps réel. Et donc on écrit son code et la musique va se développer progressivement. Et donc on peut même créer des algo waves en fait, hein, une rave party mais algorithmique, quoi. Donc ça doit vous parler. Donc c'est envisageable. Alors imaginez, bon là je vous le fais pas en temps, je vous écris pas tout le code, mais imaginez par exemple que je commence à écrire du code et là je fais Alt commande L, c'est-à-dire que j'appelle en fait le système de live coding et je le lance. Voilà. Et donc c'est une boucle. Donc c'est mon kick que je viens d'activer. On a les paramètres, vous avez la mesure, le temps écoulé, etc. On peut choisir, alors évidemment, à chaque fois que vous allez évaluer le code,
il va se mettre on the beat. C'est-à-dire, à chaque fois, il va redémarrer sur le temps. Vous n'aurez pas de soucis rythmiques, parce que sinon, ça serait pas de la musique, quoi. Donc là, à chaque fois, il va être pris sur le temps. Et vous pouvez décider d'être pris sur une mesure. Vous avez une mesure d'espace, ou carrément sur le temps. C'est-à-dire que si vous voulez que vous envoyez un truc, vous le voulez tout de suite, là, bon, bah, vous sélectionnez bit et vous l'avez au temps d'après. Vous pouvez modifier le tempo. Vous pouvez, si on clique sur random, alors là avec mon clic ça n'a pas changé grand chose, mais vous pouvez choisir une position aléatoire dans le fichier que vous avez généré et donc faire des mélanges comme ça. Janusz Podrazik, le créateur du logiciel, a mis une vidéo en ligne sur YouTube où il utilise 5 live codeurs simultanément, 5 instances d'Opus Modus ouvertes, les 5 sur son bureau, et il pilote les 5 en même temps, quoi. Et c'est assez fou, et donc on peut piloter les comme ça, et donc petit à petit on tape son code, on développe un peu et on se dit allez, voilà, j'avance un peu dans mon code, caisse claire, open hi-hat. J'ai pas beaucoup de son, hein, c'est dommage. Je vais regarder quelque chose. On va mettre un peu de son quand même. Et puis hi-hat. Alors le hi-hat, il est généré avec une fonction makeOMN, justement, où je fais juste un mi, qui est en fait mon son sur mon sampler, mon hi-hat, mais je fais un random sample, je choisis 16 valeurs. Une mesure à 4/4 peut être divisée en 16 double croches, donc j'en génère 16, et je choisis entre S ou moins S, c'est-à-dire un silence ou alors une note. C'est comme ça que vous entendez le tic, il est généré comme ça. Ensuite, je fais la basse. La basse, je ne me suis pas trop fatigué. Je fais juste un do à contretemps. Mais donc, imaginez tout ça en live coding. Vous êtes là en train de boire un pot, tranquille. Moi, j'écris du code. Et petit à petit, ça se développe. Ça suit une grille, évidemment. Alors la grille, toujours, maintenant vous connaissez tout, c'est le mapping. J'ai défini ma grille avant. Mon matériau est écrit en Do. Je mappe mon matériau sur ma grille et ça suit la grille. Et je continue d'écrire, et petit à petit... Voilà. Algo Wave en direct à 42. Et là, ça devrait arriver. Voilà. J'aurais pu appuyer sur le bouton stop, c'était plus efficace même que de commenter tout petit à petit. Voilà, bah, écoutez, c'est terminé, la présentation d'Opus Modus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres exemples, si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. Vous avez un exemple de L-System, là, le truc qui ressemble à du fractal là. Alors, pour tout vous dire, L-System, il a été... je vais regarder parce qu'en fait, il a été fait cette semaine. Je ne l'ai pas franchement testé, c'est très dangereux de faire ça. Où est-ce qu'il est? Alors, oui, il est là. Donc, alors voilà la doc pour le système de longueur. Alors, tu vois, il y a l'explication là, voilà. C'est une grammaire, en fait. C'est une grammaire formelle. Et donc, on voit à comment la grammaire se développe petit à petit. Un petit détail, la doc n'est pas en français, je n'ai pas eu le temps de la traduire. Je me suis tapé toute la doc d'Opus Modus, j'ai traduit toute la doc, mais comme là, ça date de cette semaine, c'est pas encore traduit. La semaine prochaine, ça le sera. Et donc, on a des exemples, mais là, bon, il faudrait que je les évalue et tout, mais voilà. Mais bon, ceci dit, on va quand même regarder. On va quand même regarder ça. Voyons voir ça. Donc, première vue, on définit une classe. On définit
une méthode et on lui demande de générer le L-System. Et là, il me génère... Alors là, c'est pour générer des rythmes. Mais voilà, là, je viens de générer une série rythmique avec le L-System. Mais donc, à première vue, ça marche. Le rouge qu'il y a au bout de la partition, c'est juste parce que là, j'ai une mesure à 45,4. Donc, ça pose quelques problèmes d'affichage. Voilà. Mais le L-System marche, effectivement. On peut le tester. Vous pouvez télécharger la version démo d'Opus Modus et tester le L-System. Avec doc en français la semaine prochaine, promis juré. Mais bon, ça ne doit pas vous poser de problème en anglais. Donc, en termes de mastering, oui, c'est juste de la production MIDI. Il n'y a pas d'audio pour l'instant. Dans Opus Modus, on génère des événements MIDI et on pilote ce qu'on veut à Ableton Live, Logic, Cubase. Ou pour vous qui êtes un peu geek aussi, là je ne l'ai pas montré, mais moi j'aime bien piloter Csound aussi. Csound, c'est un langage de programmation de synthèse sonore où on crée ses propres synthés, etc. Il est pilotable en MIDI. On peut piloter ce qu'on veut en fait avec Opus Modus. On peut piloter Renoise aussi. Donc oui, tout à fait. Il y avait d'autres questions par là. Ouais, une question qui me taraude un peu. J'ai été voir ce que vous faites sur Internet et tout ça. Ouais. Et j'aimerais savoir en fait à quel public vous destinez ce logiciel. Le public, on l'a. Alors, ça peut paraître étrange, mais on n'a pas vraiment une vue. Le public, alors basiquement, il y a quand même une idée bien sûr derrière, c'est que basiquement, ce logiciel est destiné à un public de compositeurs ou de gens qui font de la musique, à l'origine en tout cas, qui font de la musique contemporaine ou des choses comme ça. Mais ça, c'était il y a 3 ans, quand on a commencé à concevoir le logiciel, c'était l'idée. Parce qu'en fait, on était des compositeurs de musique contemporaine et on trouvait que les outils existants vraiment marchaient, enfin ne nous convenaient pas en tout cas, convenaient peut-être à d'autres, mais nous, ne nous convenaient pas du tout. Et qu'on ne pouvait pas s'exprimer au travers de ces outils. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire notre outil. Et nous, on faisait de la musique contemporaine. Ceci dit, très vite, pendant le développement d'Opus Modus, on s'est aperçu que, moi, par exemple, j'ai tout de suite... Moi, en fait, je suis un peu mixte. Je fais à la fois de la musique contemporaine, mais je fais de la musique pour des documentaires télé, des choses comme ça. Et du coup, le fait que je sois entre les deux mondes a fait que j'ai immédiatement essayé d'utiliser Opus Modus dans les deux mondes, je dirais. Et en fait, je me suis aperçu que ça marchait très bien pour tout. C'est d'où les exemples là un peu musique documentaire, techno, etc. Et je crois que là, à partir de là, le public visé s'est élargi. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'était un public d'universitaires, beaucoup, parce que essentiellement, pour l'instant, ceux qui nous achètent Opus Modus, il y a pas mal de particuliers, mais il y a beaucoup, surtout des universités américaines en ce moment. Mais on s'est aperçu aussi que tout compte fait, c'était utilisable pour beaucoup d'autres choses. Et du coup, l'idée même du public auquel on s'adressait s'est tout de suite élargie. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que j'ai, dès le début, mis des vidéos où, au lieu de faire de la musique contemporaine, il y en a qui contiennent de la musique contemporaine, mais où j'ai mis des vidéos qui contiennent des choses moins contemporaines, parce qu'on s'est dit, mais après tout, notre idée de base, c'était ça, mais ça peut, en fait, ça marche pour tout le monde. On peut faire n'importe quoi comme musique avec ça. Et surtout, on est au XXIe siècle. Je vois, enfin mon fils qui est là, c'est pas la même génération que la mienne, c'est-à-dire que vous, l'ordinateur, il fait totalement partie de votre vie, la mienne aussi, mais vous êtes né dedans, et donc l'idée même de composer de la musique avec un ordinateur ne pose pas tellement de problèmes, et donc du coup on s'est dit pourquoi fermer, quoi. Laissons l'outil libre, ouvert à tout le monde, montrons qu'on peut faire de tout avec cet outil, et après tout, laissons les gens s'en servir. Et on s'est même dit, Janus m'a même dit, qu'il pense qu'on va avoir des surprises. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des trucs qu'on n'a certainement pas prévus avec Opus Modus. Il y a des gens qui vont composer de la musique qu'on n'a peut-être pas du tout imaginé, ou qui vont l'utiliser d'une manière... enfin, comme ça génère du MIDI, on peut aussi piloter des éclairages, on peut faire plein de choses, en fait. Donc, le public est très large maintenant. À l'origine, il était peut-être plus réduit, mais maintenant, il est très large. Ouais, parce qu'en fait, moi, je suis amateur de musique, mais à écouter. D'accord. Donc, je connais pas du tout. Vous parliez de vélocité, tout ça. Bon, ah oui, j'en ai entendu parler. C'est des trucs un peu typiques de MAO. Voilà, ouais. C'est tout ce qui est... ça reste du domaine de la musique. Oui. Et moi, vous me parlez d'un autre domaine que je connais bien, qui est le développement. Oui.
Et d'un côté, j'ai peur, mais de l'autre côté, je connais. Donc, Eh ben, si ça peut vous amener à faire de la musique et plus seulement en écouter, ça serait génial. c'est vrai, mais est-ce que dans le cas inverse, la personne qui est vraiment fan de musique, enfin, qui a fait conservatoire, Ouais. qui connaît bien ce genre de monde, est-ce que lui, ça va pas le faire peur de l'autre sens? La Alors, musique en lui-même va pas lui faire peur, ça évidemment. dépend C'est de son l'âge. domaine. Ça dépend de l'âge. Puisque là, bon, j'ai fait pas mal de démos Opus Modus un peu partout. Et en fait, ça dépend vraiment de l'âge. On constate qu'avec des jeunes, il n'y a pas de problème à l'idée de coder pour faire de la musique. Par contre, c'est vrai que parfois, on l'a présenté à des compositeurs d'une autre génération, on va dire, qui de toute façon n'étaient pas à l'aise avec l'ordinateur. Et là, bah évidemment, ce qui devait arriver arriva. Hein. C'est qu'il y a il y a des compositeurs qui m'ont dit, mais il faut que j'écrive des trucs comme ça pour faire de la musique. Bah, non, enfin, c'est pas possible. Évidemment, il y a des gens qui réagissent comme ça aussi. Il y a même un compositeur qui m'a sorti une fois, Monsieur, je ne vois aucun intérêt à écrire de la musique d'une manière alphanumérique. Voilà, c'est mot pour mot la phrase qui m'a sorti. Donc, je lui ai dit OK, bah, au revoir. Mais bon, il y a aussi des cas comme ça, mais on n'y peut rien, je dirais. Mais on s'adresse pas à ceux-là, on s'adresse à vous. On s'adresse aux jeunes et on s'adresse aux gens qui sont nés avec l'ordinateur, qui savent se servir d'un ordinateur. Et maintenant, tout le monde vit avec l'ordinateur. Donc, on n'a pas trop d'inquiétude de la génération future. L'ordinateur, ça ne posera plus de problème. Voilà. Ouais, enfin, tout le monde connaît pas ce qu'est une tonique, une dominante, une cadence fermée, etc. Et du coup, faire de la musique en tapant du random systématique, est-ce que c'est aussi une manière de faire de la musique? Alors, c'est une manière de faire de la musique, mais pas nécessairement. On n'est pas obligé du tout d'utiliser random. On peut, par exemple... On connaît David Guetta, quoi. Je veux dire. Pardon? On connaît David Guetta, quoi. Mais on peut faire David Guetta aussi. Ah, random, quoi. Ah oui, mais oui, d'accord. Mais l'outil, il est neutre. C'est comme si on disait oui, mais avec le code, je ne sais pas pourquoi on fait ça et on ne pourrait pas faire ça. Enfin, en fait, il est neutre et on peut faire ce qu'on veut. Alors évidemment, si on ne codait pas la musique, on ne va pas faire le même genre de musique qu'un compositeur contemporain qui, lui, généralement, a une très grande connaissance de la musique et qui va chercher à faire des trucs qui le regardent, je dirais, spécifiques. Mais on peut aussi très bien apprendre la musique avec Opus Modus. Parce que du coup, il y a cette boucle extrêmement rapide. Et quelqu'un qui sait coder, comme disait monsieur tout à l'heure, va pas avoir peur de coder. Il va se dire, bon, ok, je connais pas la musique. Mais à la limite, il va la découvrir progressivement. Il va se dire, bon, il m'a dit qu'il y avait des bibliothèques d'accords. Je sais pas trop ce que c'est des accords. Mais par contre, je sais comment piocher dans une bibliothèque d'accords. Et ben, je pioche. Et puis, il va se dire... je sais pas, j'invente tel motif. Il va penser à la limite, il va penser comme un développeur. Ou peut-être au début. Au début, hein, quelqu'un qui est développeur, il va penser comme un développeur. Il va dire, je connais pas la musique, mais par contre, je vais générer des données. Et ça, je sais le faire. Et des données, je vais les générer, je vais les mapper sur une tonalité, parce que ça, j'ai appris à le faire avec Opus Modus. C'est du code. Je connais pas la musique, mais c'est du code. Je le fais. Il entend ce qui se passe. Il en tire une expérience et il se dit, tiens, quand je fais ça, il se passe ça. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Et là, il commence à se mettre en place une boucle pédagogique. Et là, même le développeur, je dirais, va se mettre à apprendre la musique et petit à petit à s'intéresser. Bon, après, il va chercher peut-être à avoir des infos plus précises. Et... Dire seulement ça sonne bien et puis découvrir après qu'on a fait un accord qui existait déjà. Pourquoi? Ah, je sais pas, c'est... Si, on peut faire se dire ça sonne bien et après se dire l'accord va pas mieux sonner parce qu'on sait que c'est un Do mineur 7 avec une quinte augmentée et une 13e. Des trucs. Si on veut parler de tristesse, on va plus partir sur le mineur ou sur la gaieté, le majeur. Oui, mais parce que là, on parlait du cas de la personne qui ne connaît pas. Alors, évidemment, c'est toujours mieux de connaître la musique, mais ce que je veux dire, c'est que quand on connaît le code et pas la musique, il y a peut-être un moyen, là, il y a peut-être une porte ouverte, quoi. Après, évidemment, si on connaît la musique, bah, dans ce cas-là, on sait ce qu'on veut faire et on peut. C'est pas forcément random. On peut choisir. Je veux telle structure d'accord et tel motif et voilà, et simplement demander au travers du code. Parce que les experts que je connais, justement, ils ne connaissent pas du tout le code. Et ouais, ça les intéresserait dans le sens où ils peuvent importer des partitions XML parce qu'ils travaillent que sur les partitions. Et effectivement, après, regarder dans le code, qu'est-ce qu'ils pourraient changer pour faire, on va dire, évoluer leur mélodie. Oui, oui.
Oui, on peut faire ça. On peut. Alors, il y a la solution simple que je recommande, je dirais, pour quelqu'un qui n'est pas du tout dans le code, c'est de faire une impro au clavier MIDI, de l'importer et de la traiter. On peut pas sur... Dans Logic, et ensuite on peut l'importer dans Opus Modus, enfin dans Logic ou un séquenceur. Et donc jouer au clavier, importer et ensuite manipuler le code. Et du coup, là, prendre le temps. J'ai composé une pièce pour une copine pianiste, je vais donner un exemple, qui joue très bien du piano, beaucoup mieux que moi du piano. Ce que j'ai fait, c'est que sur le piano, j'ai fait une grande improvisation avec des gestes comme ça, où je croise les mains, etc., à tempo réduit dans Logic. J'ai ensuite remis le tempo normal, mais je faisais n'importe quoi comme note. Mais par contre, il y avait le feeling, il y avait exactement le feeling, et il y avait tout la gestuelle que je voulais faire. Puis ensuite, j'ai importé ça dans Opus Modus, et là, j'ai réfléchi calmement à ma structure harmonique. J'ai cherché des accords qui sonnaient bien, des jolis accords. Alors, je ne les ai pas cherchés à l'oreille, mais on aurait pu les chercher à l'oreille. J'ai cherché des jolis accords et je me suis dit, ma structure harmonique, c'est Do mineur 7, Fa 7, La mineur, enfin ce que tu veux. Et comme ça. Et une fois que j'avais fait ça, j'ai dit à Opus Modus, c'est ma structure harmonique, applique cette structure à ce que je viens de jouer au clavier. Et la pièce était faite. Et voilà un exemple d'utilisation où là, il y a très très peu de code. C'est quelques lignes de code, quoi. Tout petit truc, quoi, un snippet. Voilà une utilisation. Et aussi, peut-être, il faut que les gens se mettent au code. Vous êtes la preuve qu'il faut que les gens se mettent au code. Et peut-être les compositeurs doivent se mettre au code aussi. Peut-être. Mais une précision quant au code, quand même. Vous avez vu que c'est pas du C, quoi. C'est très simple à utiliser. On l'a fait pour les compositeurs à la base, pour des musiciens et pas des développeurs. Donc les développeurs peuvent s'en servir, mais à la base, on l'a fait pour des musiciens. Et donc on a fait un langage qui est quand même extrêmement accessible. C'est aussi pour ça. Pardon, oui. Donc oui, justement, vous avez dit que c'est pas du C, mais est-ce qu'il y a des associations possibles à faire avec ce programme ? Typiquement, je pense par exemple piloter... utiliser l'algorithme généré par ce programme pour d'autres utilisations. Typiquement, par exemple, dans un jeu vidéo où la musique change selon les actions qu'on effectue, etc. Alors, dans le jeu vidéo, il existe déjà des outils en fait, pour faire ça, qui généralement sont des outils qui utilisent de la musique précomposée, mais qui gèrent la façon, qui gèrent le streaming, en fait, qui gèrent le flux. Donc avec Opus Modus, ce qu'on peut faire, c'est composer le flux déjà. D'un autre côté, c'est une discussion qui est en interne chez nous, qui a lieu en ce moment. D'un autre côté, peut-être, je ne peux rien affirmer là de ce côté-là, peut-être qu'on fera un package. Et du coup, vous avez vu le live coding. Et du coup, le live coding peut se révéler un outil utile dans le cadre du jeu vidéo où on peut faire une musique évolutive et c'est le live coder qui prendrait en fait en charge ça. On peut donc, mais pour ça, il faudrait qu'on fasse un package Lisp en fait Opus Modus qui soit intégrable dans autre chose. C'est une discussion. Pour l'instant, il n'y a rien là-dessus, il n'y a pas de projet là-dessus, mais on en parle de temps à autre dans les réunions. Donc peut-être que ça arrivera un jour. Oui. Moi, j'avais une question par rapport au niveau de l'input, en fait. Au niveau de l'input, c'est uniquement du code ou est-ce qu'on peut, par exemple, transformer avec Opus Modus l'input d'un clavier MIDI ou, par exemple, d'un micro ? Alors, on ne peut pas transformer l'input d'un clavier MIDI en temps réel, comme ça, jouer et le transformer. Ce n'est pas l'outil. D'accord. Pour ça. Pour faire ce genre de choses, il y a Max MSP, par exemple. Oui, bien sûr. C'est pas l'idée. C'est vraiment un outil de composition. Donc, on peut importer le MIDI, mais on peut pas traiter en temps réel dans le live coder. Non plus. Non, je pense pas. Du moins, il n'a pas été pensé comme ça. D'accord. C'est vraiment un outil de composition et de génération. Ok, merci beaucoup. Non, par là-bas. Bonjour. Est-ce que ça gère aussi tout ce qui est outils de distorsion et autres comment dire ce que j'ai vu en fait, vous avez parlé de filtreur au début de. J'ai parlé de pardon. Tout ce qui est filtreur en fait. Oui. C'est mettre un filtreur. Est-ce que ça gère aussi tout ce qui est distorsion, boucle? Oui. Est-ce que vous voulez peut-être parler de l'ouverture ou la fermeture d'un filtre, comme dans la musique techno, les choses comme ça ? Par exemple. Ou une distorsion plus ou moins forte de guitare ? Parce qu'il y a des tonnes de distorsions, en fait. La chose, c'est que c'est aussi complexe que le solfège. Donc,
Oui, alors je sais pas si, je sais pas vois à si- peu près. Alors, de ce que j'ai compris, honnêtement, Oui. c'est assez idéal pour tout ce qui est classique et contemporain. C'est assez idéal pour ceux qui ont des très bonnes bases en solfège. Moi, je n'ai strictement rien en solfège. oui. Euh, Mais non, justement, par contre, vous savez coder. oui, mais c'est Oui. l'intérêt. Oui, C'est eh ben l'intérêt. justement, l'intérêt, c'est que vous pouvez, par exemple, tout à l'heure, je vous ai montré comment on pilotait Reactor. Reactor, dans les instruments Reactor, c'est un exemple, hein, mais alors vous qui êtes encore plus geek, vous pouvez peut-être utiliser 6 ondes même à la place de Reactor, mais vous pouvez créer des synthés que vous définissez vous-même, ou alors vous prenez des presets, hein, des synthés déjà faits, qui ont des tonnes de paramètres, dont des paramètres, et vous pouvez tous les contrôler avec les contrôleurs MIDI, que ce soit des ouvertures de filtres, des paramètres de... Alors là, je parle de distorsion au niveau du son. Voilà. Par contre, si vous me parlez de distorsion comme étant en fait une modulation sur un événement, ça c'est autre chose, mais c'est tout à fait très facile, même avec Opus Modus. Vous pouvez générer un flux de données. Je vous ai montré tout à l'heure comment générer un vecteur. Et en fait, ce vecteur, vous pouvez le moduler par exemple par un autre vecteur et donc créer de la distorsion. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc vous pouvez en fait, c'est des chiffres. Et vous créez des flux de données, et ces flux de données, vous les transformez en ce que vous voulez. Donc à partir de là, voilà, il y a deux notions de distorsion. La distorsion au niveau du son, ça va se faire avec les contrôleurs MIDI, c'est vos instruments que vous allez piloter, ou la distorsion au niveau du code et du concept. Et là, en fait, c'est dans votre code, vous pouvez faire... Dans Opus Modus, il y a tout ce qu'il faut pour le faire, mais n'oubliez pas une chose, c'est que c'est du Lisp derrière. Et donc, vous avez tout le Lisp derrière. Et ça, je peux vous dire, c'est plus que gigantesque, quoi. Donc, je peux contrôler, par exemple, imaginons que je mets un programme par bouton sur un contrôleur ou un sampler. Oui. Et que chaque programme, chaque bouton sera repérable par un programme en Lisp. Mais très facilement, très facilement. Vous D'accord. pouvez le générer à très grande vitesse, piloter chaque bouton, faire clignoter votre synthé comme un arbre de Noël dans tous les sens, rendre fou tous les potards. Enfin, Attends, donc je suis pas du tout obligé de passer à chaque fois par le tableau de commande par le tableau. vous n'avez pas du tout à toucher votre synthé, vous pouvez tout faire avec le code. C'est l'inverse en fait que je disais. Ah. J'ai pas du tout à toucher le code. Je peux juste faire. Si j'ai tout préparé avec le synthé, je peux juste toucher le synthé, quoi. Bah, mais pour bouger les boutons, bah oui, vous pouvez bouger les boutons sur votre synthé, mais là, ça ne sera pas via le code. Mais ça sera pas du code. Mais non. Ça sera pas plus. Ça sera pas Opus Modus, ça sera dans le séquenceur. Vous tournez les boutons et vous. D'accord. Voilà. Et il y a l'automation dans le séquenceur éventuellement. Vous pouvez enregistrer quand vous tournez les boutons. Ok. D'autres questions? Moi, j'aurais une question au niveau de tout ce qui est la création que Opus Modus permet de faire. Si on lui donne une ligne de basse avec une série de chiffrages d'accords, est-ce qu'il peut nous composer donc le reste, nous écrire donc le reste en respectant toutes les règles d'écriture? Ça serait génial, mais ça, en fait, c'est à vous d'écrire le code pour le faire. Avec Opus Modus, ça, c'est exactement ce qu'on n'a pas voulu faire, en fait. Sans que ça soit critique, mais c'est parce qu'on n'a pas voulu faire un outil qui compose tout seul, mais on peut le faire avec. C'est-à-dire que la personne qui a Opus Modus et qui a appris à s'en servir peut faire cet outil sans aucun problème. Mais on voulait pas déjà, on a donné beaucoup dans Opus Modus, mais on voulait pas le donner, ça. Parce que d'abord, ça nous donnerait déjà peut-être une mauvaise image. On dirait, oui, ok, c'est un truc qui compose tout seul. C'est pas le but. Le but, c'est d'assister le compositeur. Mais par contre, vous, en tant qu'utilisateur d'Opus Modus, vous pouvez tout à fait faire un générateur vous lui donnez juste la basse et il compose tout le reste, bien sûr, comme n'importe quoi d'autre. Mais il faut le coder. Il faut le coder vous-même. Mais c'est l'intérêt pour un développeur. D'autres questions? Par là-bas. Est-ce qu'on pourrait envisager d'utiliser Opus Modus pour créer une sorte de générateur de mélodies dans le jeu vidéo, oui. Par exemple, pour que la musique soit tout le temps aléatoire, mais qui ressemble à quelque chose, quoi. Voilà, par exemple. Ouais. Alors, on en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, oui. Alors, il y a deux choses. Faire le générateur de musique aléatoire, mais qui ressemble à de la vraie musique, bien sûr, les doigts dans le nez. En 10 minutes, même pas. 5 minutes. Très facile. Après, dans le jeu vidéo, on en a parlé tout à l'heure. Là, il faudrait que Opus Modus se présente sous forme d'un package qu'on puisse encapsuler. En fait, un moteur, une espèce de moteur MIDI dans le jeu vidéo.
Donc là, pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une discussion qui a eu lieu chez nous, mais jamais pour l'instant qu'une décision n'a été prise de ce côté-là, mais on en parle de temps en temps, et vu que vous m'en parlez, je vais peut-être insister un peu sur la question. Voire même pour réduire le poids d'une musique, qu'elle soit générée en temps réel dans le jeu vidéo, par exemple. Oui, tout à fait. En fait, c'est faisable grâce au live coding, mais il faudrait juste que Opus Modus, on le change de forme, voilà, et qu'on l'encapsule, on fasse une API, quoi, on l'encapsule dans une librairie, et qu'on l'encapsule dans un autre langage. Oui. Oui, mais le Lisp, il peut communiquer avec tout le monde. Oui, là, il justement. communique bien avec OS X. Ces programmes communiquent en Lisp, il suffit juste de mettre les codes sortis par Opus Modus en Lisp dans le programme, dans le jeu vidéo, qui est un immense programme, et le jeu vidéo va le lire. Pardon. Ouais, il y a deux choses. Soit vous utilisez dans le jeu vidéo, j'ai plus en tête le nom de ce logiciel, il y a 2-3 qui font ça, qui gèrent en fait de la musique qui est déjà composée en fait. Donc ils ont les données MIDI et en fait ils gèrent. Et je fais jouer, je fais pas jouer. Il rentre dans le château hanté, je fais jouer cette musique, il en sort, je fais jouer. Ça c'est déjà des zones trigger, c'est ce qu'on peut faire. Voilà, c'est ça. Et donc Opus Modus peut faire la musique pour ça. Mais après, faire ça tout seul, c'est ce que je dis. Il faudrait en faire une librairie. Sinon, tel quel le programme, on peut pas le. Mais vous parlez de package. On n'a pas besoin d'un package Opus Modus. Vu que le code est déjà en Lisp, il suffit de faire lire le code en Lisp par le programme, non ? Le problème de lire le code, oui, c'est que il faut quand même Opus Modus. Derrière, il y a c'est du Lisp, mais c'est une surcouche sur le Lisp. Il faut la surcouche. D'où la nécessité d'une librairie. D'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Du coup, si j'ai bien compris, il faut obligatoirement un séquenceur quand même pour faire tout ce qui est mastering et exportation dans un fichier audio. Pour la partie audio, il faut mettre quelque chose au bout d'Opus Modus, ouais. Alors quoi que ce soit. On peut utiliser. Donc là, moi, j'ai utilisé Logic, bien sûr. Mais en fait, il y a des tonnes de choses. Hein. On peut utiliser Cubase, on peut utiliser tout ce qu'on veut. On peut, par exemple, utiliser Plug Bidule, hein, qui est un autre genre de truc, qui est un DAG. Et donc là, j'ai mon entrée MIDI, j'ai un splitter de canaux MIDI. Et puis là, on peut choisir et prendre un synthé, etc. Donc on peut aussi faire de cette manière-là. En fait, le tout, c'est de piloter quelque chose et de choisir ce qu'on veut piloter. Donc là, évidemment, je peux piloter à Absinthe au travers de Plug Bidule. Enfin bon, il y a plein de solutions, mais effectivement, il faut quelque chose au bout. Il n'y a pour l'instant pas d'audio dans Opus Modus. Il y en aura peut-être plus tard. Oui, rien ne t'empêche non plus de sortir le MIDI sur une interface MIDI et de commander tes synthés analogiques ou tout ce que tu veux. Ah oui, bien sûr, aussi. Il n'y a aucun problème. Oui. D'autres questions ? Bon, très bien. Merci en tout cas pour votre attention.